Bienvenue dans le ciné déconfiné, une émission faite par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans le ciné déconfiné. Je suis Alexandre, je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler de Deep Rising ou Un cri dans l'océan en version française, film de 1998 réalisé par Stephen Sommers avec Famke Janssen, Treat Williams, Kevin J. O'Connor, Anthony Heald, Wes Studi, Jimon Hunsoon et plein de... Pardon. Le film nous raconte l'histoire de Finnegan, un aventurier mercenaire qui sillonne les mers de Chine aux commandes d'une navette. Il doit transporter des mercenaires qui doivent faire une certaine mission sur un paquebot Largonautica. Problème, en arrivant sur place, l'équipage est introuvable, le paquebot est sans dessus-dessous et un bruit étrange résonne dans les conduits et les différents étages du bateau. Tout le monde semble avoir disparu. Arnaud, c'est toi qui as proposé ce film. Du coup, pourquoi as-tu choisi ce film ? Alors, Cri de l'océan, c'est typiquement le petit film. On en parle souvent, même dans nos podcasts, je pense, de films d'aventure un peu à l'ancienne. Pas si vieux que ça, années 90, mais c'est une espèce de melting pot d'influence, d'action, aventure, horreur. Typiquement un peu comme La Momie, du même réalisateur d'ailleurs, c'est Stephen Sommers. Et je trouve que c'est des films qu'on voit plus. Ou alors aujourd'hui c'est relégué dans les rayons de direct to vidéo en série B, mais un peu fauché, tu sais. Alors qu'à l'époque c'était quand même des vrais blockbusters. Donc là c'est budgété à 45 millions de dollars, ce qui est pas énormissime, même à l'époque, mais qui est quand même assez conséquent. Et qui était en plus une promesse, en cas de succès, de faire, alors si c'était une trilogie, au moins une suite. C'était le projet de Stephen Sommers à l'époque. Le film a pas eu le succès escompté, il a un peu peiné à rentabiliser son budget, mais en tout cas il a eu un beau marché un beau succès sur le marché vidéo, ce qui est souvent signe un peu de ces petits films voués devenir culte pour certains. Moi il l'est pour moi parce que c'est un film que j'ai vu petit et que je prends toujours plaisir à revoir, quoi. C'est vraiment ce ton, tu vois, très bourrin, sans cynisme. On flirte toujours avec le nanar, c'est presque complètement assumé, c'est des personnages un peu savoureux, hauts en couleur. Tu sais, le personnage fort en gueule, c'est un défilé de punchline en fait, et de scènes qui reprennent des codes qu'on a vu dans plein de films un peu. Ça recite Aliens, ça recite des films catastrophes des années 70 comme La moteur de Poséidon. En fait, c'est un melting pot d'influence, Même du Star Wars. mais fait de façon juste purement fun, et tu sens par un mec qui aime ça et qui voulait rendre un peu cette espèce de ton de film serial un peu à l'ancienne, comme le faisait Le Temple Maudit. Évidemment, ce n'est pas Spielberg qui veut, mais en tout cas, dans cette espèce de volonté de refaire un film d'aventure comme on n'en voyait plus déjà à cette époque-là, quoi. Très premier degré, dans sa fabrication, même s'il est second degré dans sa façon de narrer l'histoire. C'est une espèce de comédie d'aventure, on va dire, grossièrement. Mais je sais pas, c'est une saveur particulière, tu sais. Et puis il y a ce côté mélange de studio et d'effets visuels qui ont un peu vieilli aujourd'hui, bien sûr, mais ce côté où en fait tu crois un peu à ce que tu vois. C'est string to the point, quoi. Ça va droit dans, comment dire, ça file droit, quoi. Tu vois, il y a un truc où en fait tu crois à l'univers dans lequel tu te trouves. Le film dure 1h30, on n'est plus dans ce truc aujourd'hui où la mode c'est maintenant n'importe quelle série B va durer, en tout cas blockbuster dans ce style, film d'aventure va durer 2h30, puis se perdre avec un défilé de personnages et d'axes narratifs en fait pour raconter Walou, quoi. Alors que là c'est vraiment, on est une bande de persos qui investissent un paquebot de croisière, qui a une petite histoire, et puis ils font tout un petit univers là-dedans avec une espèce d'imagerie un peu aussi Lovecraftienne. T'as beaucoup d'éléments. Alors, peut-être un trop-plein aussi, dans sa générosité, peut-être que le film pêche aussi pour ça, c'est que le rythme est très effréné, et du coup, en fait, tu te reposes vraiment jamais, quoi. C'est vraiment bam bam bam. Mais du coup, tu t'ennuies pas. Et c'est assez bien exécuté, assez bien fait, et assez créatif aussi, je trouve, que ce soit dans la mise en scène, mais aussi dans l'écriture, et aussi dans la colorimétrie. Donc, qu'en fait, il y a un espèce de truc hyper savoureux à revoir aujourd'hui, puis je voulais en reparler, parce qu'il est culte pour certains, mais c'est quand même une niche fermée. C'est-à-dire que ce film-là, c'est un film qui est devenu culte pour une espèce de niche de geek, vraiment de nerd hardcore, tu sais, qui en font un plaisir coupable assumé, ce qui est mon cas aussi. Mais du coup, le grand public, je pense pas qu'ils le connaissent beaucoup, ce film-là. Ben non du tout. Alors si j'avais dû le voir passer, tu sais, c'est typiquement les films du dimanche soir sur TF1, Complètement. en deuxième partie. Oui, alors du coup, moi j'ai plutôt apprécié le film également. Après, il y a peut-être effectivement un problème un problème de dosage en fait. Il y a un problème dans le ton et dans le rythme en fait. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que je me suis dit en fait en voyant le film que
il serait sorti aujourd'hui avec un peu, même pas plus de budget, mais en fait avec de meilleurs effets visuels pour certains ouais, de meilleurs effets visuels et je sais pas comment dire, une meilleure tenue, quoi, Meilleur un truc un production peu plus- design, ouais, voilà. mais Et bah ça aurait pu vraiment être un très bon film, un très bon divertissement. Puis en plus, il y a effectivement, on sent que c'était fait pour être une petite franchise parce que t'as le twist de fin, mais qui est hyper sympa en fait dans Bien sûr. le délire de monstres, etc. Parce que voilà, bon, en fait, voilà, dans le bateau, il y a tous les membres d'équipage ont été dévorés par une espèce alors au début, on sait pas trop, c'est des espèces qu'on appelle ça. De vers géants en fait, Ouais, qui, espèce de créatures sous-marines de qu'on imagine créatures sous sorties de l'eau, la fosse, tu sais. voilà. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que à la fois, tu as ce côté décomplexé, fun, les punchlines, les machins, un peu action et bourrin, tu vois, les mecs tirent partout, etc. T'as le côté un peu horreur, d'ailleurs, qui fait très penser à le Resident Evil, le jeu, du coup, avec le côté, t'arrives dans un endroit, alors, au début, ils arrivent dans le bateau, dans la salle principale, tu vois, où il est censé avoir eu un banquet, machin, donc t'as tout qui est retourné, puis on va dans les ascenseurs, on passe d'étage en étage, enfin, il y a un côté comme ça, presque très jeu vidéo, de passer C'est des niveaux, hein. c'est ça, de Ouais. zone en zone. Et du coup, tu as ce côté donc, qui va être un peu plus sur l'horreur, avec des fois, bon là du coup, forcément le film a vieilli, donc les effets visuels parfois sont un peu. Mais par contre, ce qu'on voit graphiquement est violent, tu vois, le mec qui est à moitié digéré, qui Ouais. ressort avec la gueule, donc très, très gore et tout. Et en même temps, un peu enfantin aussi, du coup, et parfois même dans les effets visuels où les squelettes, tu vois, ils vont être très. Ça va être du patchwork rose, tu vois, c'est limite, ils bien ont sûr. du chewing-gum sur eux à la Moi, place c'est de ce la que chair et tout. j'aime bien, moi, ça, ce côté-là. moi. Non mais c'est rigolo, mais c'est juste que du coup en termes de ton, t'es un peu baladé, tu sais, de Ouais. ah merde, parce que tu vois par exemple, tu pourrais avoir j'allais dire des squelettes ou des trucs comme ça dans un Indiana Jones ou même dans un Star Wars, mais ils vont quand même être traités un peu de manière dramatique, tu vois, même si les Ouais, bien effets sûr. spéciaux vont pas être foufou, on va faire ce qu'il faut pour que ça soit un peu sombre et qu'on se dise genre ah, c'est un peu crado, alors que ça l'est pas forcément hein, visuellement, mais en tout cas c'est assez inquiétant. Et là du coup vu que tout est tout le temps dans la lumière, et bah t'as du coup le ton et tu sais jamais. Mais Quoi. en fait, tu ce sais jamais qui- si tu dois rire ou si tu dois faire. Ouais, je comprends. En fait, ce qui m'a plu dans ce truc-là, dans le côté, c'est que là, le film, contrairement, même dans sa volonté de faire un film d'aventure à l'ancienne, il y a quand même c'est axé vraiment aussi comédie. Hein, genre, c'est quand même très des punchlines. Voilà, c'est des personnages en couleur, excentriques, clichetons, hein, mais assumés. Et du coup, on est dans un ton un peu comique, rassurant presque quotidiennement, avec ce côté bourrinage d'action. C'est très peu inquiétant. C'est un film qui joue vraiment plus sur l'action. Et du coup, ce côté. J'y vois un côté presque comic book moi là-dedans. Dans l'harmonie des couleurs, c'est très saturé, tout est coloré à Ouais, c'est fond. Juste voir les personnages du banquet au début, c'est les robes très rouges, le personnage de la nana enfin, il y a un côté c'est très coloré qui en plus qui dénote complètement avec ce qui se passe à l'extérieur du navire où c'est évidemment là aussi le code classique pour montrer qu'il y a une menace, grosse tempête dehors avec des éclairs, mais du coup qui donne un espèce de truc illuminé noir de noirceur dehors qui contraste avec l'intérieur du bateau qui est luxurieux et qui du coup qui est pétaradant, qui est très pétant en couleur, et du coup ce côté maquillage un peu à l'ancienne, très rose bonbon on peut le dire, hein, des cadavres rentre dans ce ton là. Pour moi ça me choque pas, mais justement j'en reviens juste pour l'idée de départ qui était donc je reviens toujours à cette volonté de faire un film d'aventure à l'ancienne, donc au sens le plus noble du terme. Ça tient aussi dans l'aspect fabrication du film, c'est-à-dire dans la volonté du réalisateur, c'était de caster des mecs comme Harrison Ford qui devait pour lui, enfin initialement interpréter le rôle de Treat Williams, donc Finnegan, mais en fait du coup on lui a refusé. Mais toi c'était cette volonté là d'aller chercher des mecs parce qu'il y a Jones forcément, Goldsmith à la musique, enfin toi il y a un truc très donc voilà. En plus, très bien d'ailleurs, la musique, le thème est très sympa. Et très sympa. Et pour l'anecdote du film, il y a aussi donc le navire s'appelle l'Argonautica et la navette s'appelle Hercule. Et en fait, ça c'était des hommages à des films. Jason et les Argonautes, c'est les productions un peu de Ray Harryhausen à l'époque. En fait, c'était des films connus de ce public-là, en fait, ciblé. Donc en fait, c'est un multiple d'influence, un peu comme Spielberg le fera par exemple dans Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, avec le Venture qui sert de paquebot, enfin de bateau à l'arrivée du T-Rex. Arrivée canonique d'ailleurs, mais peu importe. Enfin, ça c'est pour rendre hommage à King Kong. T'as plein de trucs comme ça. Le final entier de Jurassic Park 2 rend hommage à King Kong. Oui. C'est dans cette même dynamique là. Et moi, alors du coup, on parlait de jeux vidéo, Resident Evil. Moi, oui, effectivement, on est dans ce truc-là. C'est l'objet même du survival en fait. C'est-à-dire, on rentre dans un endroit, souvent en huis clos, et puis qui va être pris d'assaut par des monstres, et puis on va survivre quoi. Donc c'est typiquement ça. Moi, un film, ça me fait aussi penser dans le ton aussi beaucoup à des films comme Piranha 3D, des trucs comme ça, un peu. On est sur aussi un peu du Event Horizon, je trouve, alors moins sérieux, mais dans cette espèce de production design, tu sais, autant couleur, qui en flirtant avec le fantastique, n'y va, enfin.
il va dans les potards, dans les excès, ou en fait ne justifie pas toujours pourquoi on a laissé le problème d'ailleurs dans Event Horizon, la pièce est très belle, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? En fait, c'est juste une volonté geek, c'est une espèce de délire geek. Visuellement, ça marche. Plaisir visuellement, et ça marche comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien dans le bateau, t'as plein d'endroits où tu fais, mais c'est pas comme ça des trucs de machinerie, ça marche pas comme ça. Ah oui, non. C'est agencé de façon à te faire puis, pur truc labyrinthique. J'allais dire même sur le principe du monstre, tu vois. Parce qu'au début, quand c'est des vers, tu fais ça passe, mais quand tu te rends compte qu'en fait, c'est une créature qui a plein d'espèces de tentacules en fait finalement, et là tu fais genre non mais enfin ça n'a plus aucun sens du coup, non, mais c'est juste une espèce de fantasme un peu Lovecraftien geek sans expliquer les racines ni les fondements. C'est juste et d'ailleurs tu sais pourquoi il n'y a pas eu une suite non plus à ce film là, outre le fait que c'est mitigé mais qui a quand même été récupéré par le marché vidéo. C'est souvent comme ça que ça marche et souvent ça peut relancer. D'ailleurs c'était Highlander avait fonctionné comme ça aussi, ce qui amène souvent à des suites des fois plus fauchées que l'original, alors souvent avec des acteurs de seconde zone, on récupère qu'un acteur de la franchise, mais peu importe ce qu'il aurait pu se faire avec ce film, sauf qu'en fait c'est Sommers qui a dit non. En tout cas qui a vraiment fait en sorte d'évacuer le truc, c'est parce qu'en fait c'est Lost, le pilote de Lost qui a tout arrêté en fait, parce que le pilote de Lost, l'idée de départ qu'il avait en tête de la suite, arrivé sur une île, c'était après du coup c'est jamais trop expliqué, on imagine un espèce de crash d'avion, en fait, on a nos protagonistes principaux sur l'île et puis on imagine qu'ils sont rejoints par un crash quelque chose, puis après on a survécu sur une île. Et en fait le pilote de sortie donc ces années-là, on était sur 2003-2004, en fait a tout remis en question. Et Summers l'a dit lui-même, il a dit en fait c'est exactement l'idée de départ du truc, vous voulez pas surfer sur ce qui se passe en ce moment. Lost avait un succès phénoménal et ils ont arrêté. Mais encore aujourd'hui, ils leur parlent de refaire une suite, mais bon, bref, voilà, maintenant c'est. Mais toi, il y a un truc, tu vois, c'est con, mais c'est comme tout est lié, quoi. En vrai, tu vois, je trouve ça mériterait, pour le coup, ça mériterait un remake, tu vois, pas pour repartir sur une franchise, tu vois, avec des effets spéciaux d'aujourd'hui, un truc. Voilà, mais et puis parce que de toute façon, peu importe les effets spéciaux d'aujourd'hui ou pas, c'est l'important, c'est aussi le ton du film, en fait, c'est ça qui marche dans le côté un peu décomplexé avec des personnages un peu haut en couleur, un peu badass, tu vois, même si quitte à en faire trop, tu vois, ça fonctionne bien. Et puis au niveau du casting aussi, et j'aime beaucoup parce que c'est que des gueules de second rôle, mais récents en fait. Tu vois, il y a Jimon Hunsoon, Cliff Curtis, qu'on a revu dans Die Hard 4 par exemple, qui fait le chef du FBI, je crois. Dans Dr. Sleep. Voilà. Et mon petit préféré, c'est quand même, il y a le méchant de L'Arme Fatale 2. Qui fait le pilote du bateau. Et un autre préféré, c'est dans les mercenaires, il y a le Black là, Alors non, c'est un des mecs qui se fait buter en premier, je crois. Il s'appelle, donc l'acteur c'est Trevor Goddard, et c'est Trevor Goddard. Mortal Kombat. Paul W. Sanderson, c'est Keno, le mec avec la gueule en métal. Je sais pas si tu te rappelles de ce mec-là. Enfin bref, du coup, quand c'est marrant, tu vois tout le casting défiler dans le truc, tu fais oh putain, puis ce qui est complètement l'exemple d'intention d'un petit film de série B qui se prend au sérieux, c'est ça quoi. C'est aussi prendre des acteurs comme ça. Mais en même temps, c'est les mecs, ils ont tous des gueules. Et puis il y a aussi Wes Studi, que typiquement je le vois, après j'arrive jamais à le recaser, mais en fait qui a fait plein de pareils de secondes, enfin Danse avec les loups, Avatar, enfin il a toujours, après il a, comme il est c'est un Indien d'Amérique, enfin origine Indien d'Amérique, il fait souvent ce genre de rôle, il fait souvent le rôle du grand chef indien, tu vois, ou ce genre de truc quoi. Mais en même temps, il est charismatique. Un peu, ouais, mais je trouve qu'il a du charisme ce mec. Il y a l'acteur moi que j'adore et pour le coup, alors qui sort un peu de ce carcan d'acteurs de troisième, seconde zone qu'on prenait dans ce genre de film là. T'as aussi l'acteur Anthony Hild, voilà, qui campe le propriétaire du bateau, qui est une lâcheté absolue et qui est savoureux dans le film parce que c'est un espèce de bad guy, enfin un mec complètement cynique pour le coup lui cynique au possible. Et puis et surtout qu'on avait vu dans quelques films, je veux dire, faut aller le voir. Enfin, moi je l'avais vu juste avant dans le Silence des Agneaux. Genre c'était pas du tout le même rôle quoi. Qui était déjà cynique dans le Silence des Agneaux. C'était un mec qui était qui était le directeur de la prison dans laquelle était enfermé Hannibal Lecter et qui draguait de manière un peu et qui s'en prenait directement psychologiquement à Hannibal Lecter parce qu'il y avait un espèce de jeu de dupe entre les deux qui marchait bien. Enfin, c'était déjà une ordure, mais là il le pousse dans les potards quoi. Et en fait du coup je le trouve assez excellent dedans parce qu'il est alors du coup t'apprends scénaristiquement dans l'histoire que t'as d'autres trucs, donc le bateau, les propriétaires ne sont peut-être pas si roses que ça en fait. Tu te rends compte que lui avait, donc le personnage d'Anthony Hill avait un coup monté dès le début donc c'est particulier, mais ça pousse le cynisme. Moi j'avoue que c'est à la rigueur ça serait le point négatif, c'est-à-dire que du coup là aussi c'est un problème aussi de ton où en fait quand c'est dans le série B je trouve ça cool,
Mais quand ça vire dans la série Z vraiment pato, là, parce que là, en plus, c'est un peu chiant. Parce que là, c'est vraiment le méchant riche, puis con en plus, que c'est genre. Ouais, j'ai voulu faire un gros paquebot, mais je me suis pas rendu compte que ça allait coûter cher d'entretenir. Il est présenté comme ça. Mais à la limite, c'est second degré, parce que tu vois, aujourd'hui, on aime bien Jurassic World 2, mais les méchants riches sont simplement des méchants riches. Que là-dedans, ils jouent de ça. Tu vois, par exemple, ça c'est une présentation. Le mec, il fait son discours donc en tant que propriétaire de bateau devant tous les richoux et tout. Et là, qui fait ses plus beaux bateaux, mais avec les yeux pétillants, il dit ouais, en gros, c'est un bateau que j'ai toujours voulu faire, que j'ai réussi à faire. C'est un rêve qui se réalise sur les yeux émerveillés. Tu dis bon, le mec, limite, t'as presque l'attachement. Tu fais putain, mec, t'as réussi, c'est cool et tout. Juste après, il fait faut que je retrouve le dialogue parce que c'est quand même pas mal ça. Il dit aux autres merci d'être là et merci d'être riche. Tu vois, t'as un truc comme ça, tu sais. Tu vois, tu sens le mec, le cynisme du gars. Donc oui, c'est le riche con. Tu vois, on est là-dedans. Hein. Puis les bourrins, beaufs, ouvriers qui sont les techniciens du bateau. Tu vois, donc c'est vraiment. Mais en fait, du coup, tu vois, le film auquel ça m'a fait penser vraiment ce film-là. Enfin, du coup, dans le ton et dans l'exécution, c'est Predator le dernier The Predator. Non mais c'est ça. C'est le ton du film, c'est ça. C'est les films des années 80-90, bourrin, complètement con. C'est ce qui est bien dans The Predator d'ailleurs. Après la problématique, c'est la problématique, c'est que oui voilà, ça a été tout le problème du film. De toute façon, c'est un film malade. C'est un film malade, mais je veux dire. Cette note d'intention est là. Oui. Quand on rigolait, quand on entendait Thomas Jane, parce qu'elle s'en dans la tourette, qui disait nique ta mère en off, tu sais, on entendait juste ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça dans le film. Tu vois, et le personnage qui jouera Benny plus tard, alors j'ai pas le nom de l'acteur, mais dans La Momie, du même Stephen Sommers, qui est dedans, qui joue le technicien de la navette là. Tu cherches le nom. Mais attends, mais. Il est savoureux, c'est un peu le psychic comique. C'est Benny, ouais, j'en suis sûr et certain. Parce que je suis pas sûr de ça en fait. Si. C'est vrai que je me suis posé la question. Je suis sûr, je vais vérifier. Puis c'est Sommers. Enfin, peu importe. En tout cas, il joue le technicien, mais un peu psychique aussi. Comique, oui, le mec. Mais qui est assez attachant parce que tu vois, il y a des dialogues savoureux. C'est un mec qui est peureux, comme tout bon psychique, et commence à dire est-ce que l'asthme ça s'attrape. T'as plein de petits dialogues comme ça qui sont à l'ancienne. Tu sais, j'aime beaucoup. Enfin, il y a un truc dans le ton que j'aime bien et que j'ai très peu revu depuis quoi. Alors je l'ai revu dans La Momie. Même dans La Momie, il était plus sérieux parce que l'objet était de faire un film plus sombre quand même. Retour de La Momie ou qui est plus fun du coup. Mais tu vois, la musique de Jerry Goldsmith qui est aussi savoureuse aussi, qui est encore plus réussie je trouve dans La Momie. Mais toujours est-il que tu vois, c'est ce truc là. Une façon de monter particulière. Alors dans La Momie, je crois pas qu'on l'ait dans Deep Rising, mais dans La Momie, on a la façon de. Alors j'ai perdu le terme, pardon, moi tu sais comme il y a dans la prélogie Star Wars, tu sais, les volets balayés, tu sais. Les volets, c'est des trucs un peu à l'ancienne, tu sais, de très comic book encore pour le coup. Oui, c'était ça. C'était alors déjà à l'époque, il me semble que j'ai peur de dire une connerie. Parce que je sais que pour Star Wars c'était le générique qui venait de Flash Gordon, mais il me semble que cette transition venait aussi de ces séries de SF style Flash Gordon, je crois. Hein. Peut-être bien, oui, bon, c'est dans cette imagerie-là. Ouais, mais du coup, oui, c'est dans ce délire-là. Mais du coup, justement, c'est la réflexion que je me suis faite, parce que du coup, j'ai revu La Momie déjà, parce que j'avais envie de me refaire La Momie. C'est génial, il faut toujours le revoir. De me laver les yeux après Jungle Cruise, donc voilà. Je crois que tu allais te mettre à démonter Deep Rising. Non, pas du tout. Non, parce que j'ai vu La Momie avant de voir Deep Rising. Ouais. Et du coup, la réflexion que je me suis faite, c'est que du coup, La Momie, c'est pour le coup une version vraiment équilibré en fait de Deep Rising dans le ton. C'est plus réussi. Là, parce que là c'est pareil, il y a aussi un mélange de ton avec entre l'aventure, l'horreur, mais le tout fonctionne hyper bien quoi. Et ça parasite, ça à aucun moment ça se parasite entre eux. D'accord. La Momie est plus réussie. Et voilà, mais c'est par contre c'est hyper intéressant du coup de voir Deep Rising après ou enfin avant, c'est que du coup c'est quasiment un prototype en fait de ce que va devenir La Momie aussi. Mais du coup Deep Rising a ceci d'intéressant en plus. Alors il est moins bien exécuté, il est moins bien que La Momie de toute façon. Moi je suis d'accord avec ça. Mais ce que j'aime bien, ce qui le rend peut-être aussi assez attachant pour moi, c'est que Deep Rising, il a ce. En fait, il n'est promu à aucun succès pour l'instant. C'est un film test. Donc, il sort avec tout ce qui peut plaire aux geeks, mais pas forcément au grand public. Bien sûr. Parce que c'est quand même assumé, c'est gore assumé. Et justement, moi, c'est ces petites. Comment dire, il y a des petits moments gore, des espèces de trucs gorasses, des petites idées vraiment ardos. Il faut se taper la scène où il. Enfin, il y a une scène qui est assez géniale. Le film continue, fonctionne par niveau, très jeu vidéo, donc du coup, forcément, l'étape obligatoire, comme dans tout Die Hard, compagnie, par exemple, de l'ascenseur, qui est assez longue, où tu vois, ils vont faire des petites blagues dedans. Bim, ils arrivent. Il y a une chute vertigineuse d'ascenseur où ils tombent de 15 étages, t'as l'impression, alors qu'on est dans un paquebot. On se pose pas la question. Ils sont expulsés à l'arrivée, parce que le truc s'écrase, ils sont expulsés dehors sur un couloir. Tu dis, ils devraient être morts, mais ils sont pas morts, parce que c'est des Rising, on s'en fout. Ils arrivent dans un couloir de cadavres, en fait. Tous les cadavres sont acheminés là par les monstres, et en fait, c'est juste
Alors, C'est un charnier, ça quoi. vieillit, Ouais. mais c'est un charnier dégueulasse, quoi. Mais c'est ça, tu vois, qui est Dans un dommage. petit blockbuster quand même, mais Bah de oui, rien. oui, mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, tu vois, ce que ça montre, c'est hyper gore sur le principe, mais le fait que ça soit rose bonbon et tout, tu vois, tu fais ça descend le truc. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, refait aujourd'hui, un peu plus pris au sérieux du coup sur certains aspects. ce serait plus Et fandard. bah du coup, ça serait plus. Je suis d'accord. Tu t'aurais du gore plus décomplexé, tu vois. Et bah quelque part un peu à la. Bon, le film est pas ouf, mais tu vois, Overlord. Et tu vois là quand ils vont dans le gore et dans le ils y vont, tu vois. Ils y vont, mais alors c'est un autre problème, c'est Overlord. Du coup, je trouvais que contrairement à ça, je veux pas diverger là-dessus, mais c'est que du coup il tenait sur une demi-heure, puis après en fait il allait Oui. pas assez loin dans ce qu'il Bah oui. proposait Non, dans non, l'imagerie nazie. Non. Mais du coup, oui. En fait, le truc, c'est que après, par contre, le truc de toute façon, ce genre de film qu'on dit là, de films d'aventure, de voilà, la momie, tout ça, c'est qu'il faut. Mais c'est compliqué en fait de flirter avec le second degré, parce que c'est aujourd'hui ce qui est compliqué, c'est que le second degré c'est dédramatiser en fait le. Mais c'est pas ça en fait, c'est pas exactement ça. Tout c'est dépend vraiment si l'humour sert les persos en les accompagnant. L'idée c'est vraiment d'intégrer l'humour comme un je sais pas comment dire. Ça sert plus de rythme. Mais c'est pas là pour casser le dramatique. Si une scène est dramatique, il faut la laisser dramatique. Ça accompagne l'action. C'est juste qu'en amont, avant, après, oui, tu peux faire des le temps est petites blagues donné, pour redescendre, que le film etc. est présenté comme ça aussi. Ouais, Il y a un truc. Et effectivement, du coup, là où je te rejoins par rapport à Overlord, c'est qu'après, en fait, ça se prend trop au sérieux, en fait. Ça se prend beaucoup trop au surtout, sérieux. ça ne profite pas d'une toute une imagerie nazie qu'on peut connaître, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que ça aurait pu être un film à la Deep Rising sur le ton, tu vois, où justement tu commences sur le côté extrêmement, voilà, film de. Au début, c'est film de guerre et tout. Après, très gore, tu fais ok. C'est plutôt très bien. Et là, zombie, machin et tout, avec. Enfin, de toute façon, tu t'attends à Black Ops zombie, tu vois. Je veux dire, c'est littéralement ça, quoi. Bien sûr. Et du coup, mais là, du coup, dans Deep Rising, c'est pour ça que je pense que tu vois, ça mériterait, tu vois, à revenir dessus, tu vois, à refaire un remake, un truc, et d'y aller, tu vois, dans le gore, dans le. Faudrait faire ça par une petite société de prod, tu sais, avec parce que tu peux faire un truc pas trop mal avec pas non plus énormément de thunes, je pense. Bah non, je pense que tu vois, c'est pas un film qui est. Par contre, pour le coup, s'il ferait une suite sur l'île à la Lost, là, forcément, ça demande plus de budget. C'est qui a dû le coût arrêter, de Lost et le coût du budget qui ouais. c'était pas assuré que ce soit un succès. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple aussi, dans cette volonté de rendre hommage à l'ancienne, t'as aussi des films catastrophes simplement. C'est pas innocent, le coup du paquebot, l'aventure du Poséidon, la scène, on se rappelle tous, la lame de fond qui renverse le navire au début. Dans le remake, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est la même scène dans l'arrivée du monstre qui passe par sous l'eau là, mais tu vois les gens qui se retournent, la salle de banquet, la salle de fête. Alors là, c'est pas Nouvel An, mais c'est cette imagerie-là, en fait, tout est comme ça. Et donc. Puis même le côté, tu vois, Poséidon, Argonaute, enfin, tu sais, t'as une imagerie un peu mythologique, hein, tu vois, je veux dire. Et puis, je voudrais aussi, enfin, c'est pas nouveau, Steven Sommers, moi, ce que j'aime bien, c'est c'est pas tellement un mec qui a une mise en scène hyper élaborée, mais je trouve qu'il a un sens du montage qui fait que la rythmique est imparable. La momie, c'est imparable pour moi, même si c'est déjà plus calibré, c'est plus calibré grand public. Par exemple, les outrances gore ne sont pas, ce qui est normal, mais c'est plus réussi. Mais en termes de montage, c'est imparable. Tu commences la momie, tu te le mets au bout, quoi. T'as emporté littéralement. Tu vois, t'as emporté, tu vois, c'est lyrique, quoi, c'est fluide. Et là, t'as ces trucs-là, et ça passe par des petites scénettes, mais c'est tout con, genre c'est même des effets de style, de mise en scène qu'on a déjà vu partout ailleurs dans différentes circonstances. Mais tu vois, il y a par exemple, ils sont encore dans la navette au début du film, donc le groupe d'assaillants mené par le personnage de Finnegan. Ils sont en train de rechercher, c'est des mercenaires, donc ils recherchent leurs armes. Alors tu vois, genre t'as les montages cut sur les armes différentes, t'as le bruit, donc ça fait un montage sonore. Puis d'un coup, bim, ça cut. Alors tu crois passer à une autre arme suivante, ça cut aussi rapidement, et t'arrives sur un tire-bouchon, la nana qui est dans un auto qui fait exploser le bouchon. C'est con, mais ça permet de faire une transition. Carrément. Et c'est des petits trucs, c'est des petites trouvailles comme ça. Alors, c'est classique, c'est pas. Mais en fait, t'en as plein. Et le film est créé de petits trucs comme ça qui passent bien en fait et qui donne au film un rythme. C'est freiné, c'est fluide. Ça s'embarrasse pas de dialogues inutiles comme aujourd'hui dans la 90% des blockbusters qui vont durer 3h30 parce que on surexplique ce qui se passe. Après, c'est effectivement. Je caricature. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, c'est ce qu'on pourrait presque reprocher à ces films-là aussi, c'est que du coup, ça s'embarrasse pas, tu vois, de psychologie des personnages. Mais en même temps, les personnages sont pas du tout. En même temps, c'est parce que t'en as pas besoin en fait. C'est que l'idée, c'est d'utiliser vraiment des archétypes. Tu les mets en place, tu les filmes d'une certaine manière, et t'as compris en fait. Tu fais ok, d'accord. Ce personnage, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, finalement, quand on y réfléchit, t'as plein de films aujourd'hui de. Bon, je vais reprendre Jungle Cruise parce que c'est un film qu'on a vu récemment et qui est dans le. Là, on peut le comparer d'aventure. vraiment pour le coup. Tu vois, genre finalement, ils font tout un pataquès de plein de personnages. Ils développent plein de trucs, mais on s'en fout en fait. Tu vois, genre, on en a rien à foutre de savoir Dwayne Johnson, d'où il vient, ce que c'est, etc. C'est un aventurier. On pourrait retirer ça. Et d'ailleurs, le fait d'avoir rajouté un background, et là, je spoilerai pas vu que le film est toujours un peu au cinéma.
c'est ridicule, tu vois. Genre, enfin, vraiment, c'est pas non, mais possible. qui est presque inadmissible de juste. Parce que je veux bien que c'est un film pour enfants, mais on va pas digresser là-dessus. Mais genre, juste pour ceux qui ont été voir ou qui comptent aller voir Jungle Cruise ou qui comptent le voir différemment, mais enfin, je veux dire, t'as une espèce de révélation sur le personnage principal qui est juste. Mais Qui est tu ridicule. peux plus écrire ça aujourd'hui. Genre, Non, même mais dans un film pour enfants, ça ne justifie pas ça. Quoi. C'est littéralement le truc de scénario d'un Puis- gamin de 15 ans qui est. puis- Alors, en Puis c'est fait, comment, il est du puis Berbois, c'est surtout il est- comment enlever tout enjeu du film, c'est attachant, parce qu'en fait du coup tu n'as plus de danger. Enfin voilà, on va Ouais. pas en dire trop, mais enfin c'est voilà comment ruiner ton propre chemin narratif. Quoi. Ouais. Et Et- tu vois juste, on Ça parlait nique l'enjeu en plus. des discrétions. Là on était sur un peu le côté gorasse du film, tout Ouais. ça, ces petites idées un peu Z en fait, on peut le dire, hein, Ouais, carrément ouais, assumé. ouais. Et d'ailleurs il flirte tellement que le nanar qu'il y a des petites scènes amusantes. Tu vois, j'aime bien la scène qu'on a revue depuis plein de fois. Donc des serpents dans l'avion, c'est typiquement Ouais. le genre de film, tu vois. Mais qui était vendu presque comme un Z assumé, qui faisait que ça n'était pas vraiment honnête. Enfin, même si j'aime beaucoup. Bah, Serpent dans l'avion, c'est un peu cynique. Ouais. C'est un peu enfin, il y a cynique, tu vois, truc que un peu- lui, ouais, pour le ouais. coup, tu sens qu'il y a quand même ce truc aventure un peu plus direct. Ouais. Honnête, quoi, ce que je veux dire. Et t'as une petite scène où t'as une nana, l'assaut des monstres au début, quand ils arrivent, qui est au shot et qui va se faire. Alors, ce que n'a pas compris la colline des yeux 2, alors, la suite du remake, qui pensait faire une scène d'horreur et en fait qui est ridicule. Mais là, c'est ridicule, mais c'est voulu, tu vois. Oui, bah c'est oui, des oui, petites parce que scènes un c'est- peu oui, de oui. mauvais goût, tu sais, un peu Z Oui. dur, quoi. Mais du coup, qui sont amusantes, quoi. Et c'est une surenchère abondante comme ça qui conforte un peu l'aspect bourrin du film. En fait, Bourrinos, c'est tout le temps bourrin. En fait, ça Ah oui, cartonne, oui, c'est des Les mecs, punchlines et ils- tout bah, ça. c'est-à-dire que ça bourrine tellement que les mecs ils tirent dans le vide constamment. en Ah ouais, fait, puis, tu vois, puis genre, surtout, on c'est- se pose pas jamais la question Et- de savoir combien d'armes, de munitions ils ont dans leur arme. Tu s'en fous, c'est tu vois. pas- ça. Non, oui, non. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a justement par rapport à ça. Alors, t'as plusieurs scènes comme ça. T'en as une où t'as littéralement, ils tirent dans le vide. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu vois que le film se moque, enfin, que Stephen Sommers se moque de ça parce que tu sais, t'as une première fois, ils ont peur parce qu'il y a un truc qui, je sais plus, il y a un bruit, tu vois, une musique ou un truc qui départ. Donc, ils sont, merde, ils sont surpris, puis ils commencent à tirer et tout. Puis à un moment donné, on fait, waouh, calmez-vous. Et là, les mecs se regardent. Ils sont en mode genre ouais, ils sont en train de regarder leur flingue, trop bien. Ils retirent dans le vide en mode genre trop bien et tout. Et tu sais, là tu regardes le truc, tu fais putain mais c'est trop nul. con quoi. Et puis je me demande si ça se moque pas un petit peu de la scène qui n'était pas, je crois pas, tournée par McTiernan lui-même. Mais dans Predator 1, t'as une scène comme ça qui est devenue un peu Ah culte oui, quand bourrine ils parce tirent que dans le oui, tout le monde se met à tirer, à détruire Oui. une forêt, Oui, à oui. bousiller tous leurs chargeurs juste Sur pour les rien. fougères, ouais. Et en fait, c'était devenu un moment un peu iconique parce qu'en fait, tout le monde s'était posé la question. Puis même, je crois qu'il y avait une histoire de seconde équipe. Il y a un truc Ouais. bizarre là-dessus. J'ai plus le contexte. Mais du coup, je me demande si ça dans l'esprit, parce que c'est très Predator le film, Ouais. tu vois. Rien que les personnages, c'est la Ouais. bande de mercenaires de Puis Predator. en tu vois. plus ils sont là en train d'attendre à chaque fois les trucs. Ouais, Qu'est-ce donc que c'est, il y a tu du te bruit. demandes il y a si du- ça rend pas un peu son petit Ouais. clin d'œil à ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais c'est les mêmes persos, hein, littéralement, Ouais. parce que Predator, c'était un chef-d'œuvre de mise en scène. Qui te rendait à une espèce de jungle étouffante en huis clos presque, alors que c'était dans une immensité de la jungle. Mm. Mais c'était des boulets. Enfin, tu vois, Oui, c'était oui, quand même oui. cette école-là. C'était le Tu vois, c'était le c'est un gros film Schwarzy, bourrin, ça restait un grand film, mais bourrin. Dylan, sale petit enfant de putain. Voilà, quoi. qui Enfin, n'avait c'est- pas on va dire, le niveau de mise en scène, oui, mais pas de niveau d'écriture d'un Die Hard qui sera beaucoup Non. plus raffiné. Ouais, ouais. Ne serait-ce qu'avec le personnage de Rickman, tu vois. Ouais. Mais voilà, mais c'était cette école-là. Du coup, The Predator a gardé ce truc-là, Mm. mais en enlevant tout l'aspect horrifique et subtil aussi qu'il y avait à côté. Hein. Oui. On est bien d'accord. Mais ben, voilà. Il avait essayé quoi. Et c'est ça, on est là-dedans dans Deep Rising. Donc voilà, moi ça me rappelle un peu la manière dont tournaient ces films des mecs comme Rainier Harlin dans les années 90, tu sais. C'est-à-dire peur bleue, mais pas que. Ouais. 58 pour vivre, la différence entre un Die Hard 2 et Die Hard 1, c'est le côté bourrin, Ouais. insert de partout, c'est ça. Mhm. Deep Rising, Cliffhanger, c'est ça. Hein. Le final un peu Z de Cliffhanger sur l'hélicoptère qui tombe. Alors on adore Cliffhanger, moi j'adore. Ouais. C'est crétin à la fin, Bah tu vois, oui, il y a non, un mais truc. c'est pas possible. mais ouais, Que bien retrouve sûr. un petit peu d'ailleurs, la toute fin, le final de Mission Impossible 6 avec on n'hésite pas de faire Ouais, une gueule quand- cramée dans ouais. Grey Cavill, le crochet, etc. quoi. Tu vois, c'est que j'ai un petit moment que j'ai kiffé. tu Ouais, vois. ouais. Et tu vois, c'est ce côté-là. Un peu C'est too des much, films mais à qui- l'ancienne, ouais, quoi. Tu ouais, vois, carrément. on peut reprocher tout ce qu'on veut à Mission Impossible 6, mais je trouvais que par moments, il retrouvait des petites saveurs de ces films-là d'avant. Bah, d'ailleurs, déjà dans le 5, il y avait un peu Ah, le 5, ce ouais, côté puis bon, générosité ouais. de l'action, du rythme. La et scène tout, dans l'opéra, enfin, t'as ouais. des trucs qui sont. Mais voilà, mais c'était lyrique et rigolo. Oui, mais c'est Et ça, drôle. encore une fois. Rappelle-toi la scène de Tom Cruise où il vient de se faire droguer. Enfin, il sort de l'eau là, tu sais, il vient de se faire une scène dans l'eau où Oui. en apnée, puis Oui. en fait il est presque un peu- mort et ouais, compagnie, puis il est en bagnole, il arrive pas à conduire, l'autre il chie dessus à côté, puis il croise Vingrams qui est en pauvre 4x4 avec. Qui le cherchait depuis le début, genre, ah bah je crois qu'on l'a trouvé, puis il se barre, tu te dis mais c'est ridicule, mais c'est rigolo, tu vois. Ouais. Mais ça marche du faux, c'est pas du tout réaliste. Non. Mais, il se tape une chute en moto à 400 à l'heure et puis. Bah, mais alors par contre, bah, là, bon, du coup on diverge, mais c'est le Ouais, tour on de diverge force pas. du coup d'un truc comme Mission Impossible, c'est que à la fois oui c'est pas réaliste, mais en même temps vu que toutes les cascades sont en dur, en vrai, Ça marche trop. ça, ouais, non mais C'est du fun coup, quoi, je suis ouais, désolé, ouais. c'est fun quoi, c'est Ouais. super bien mis en scène, Ouais. voilà, t'as rien.
Donc, ce qui n'est pas le cas, Deep Rising, ça restait quand même un film d'école aussi. Hein. Je pense qu'il avait fait autre chose avant. Hein. Tu me disais, alors, le livre de la jungle, tu me disais 94. Ouais, un Disney live, mais qui était vraiment pas mal, qui était en dur. Hein, je veux dire, qui était l'existence de ce film. Quoi. Il y avait beaucoup de décors naturels. C'était encore à l'époque. De toute façon, on n'avait pas la technologie pour faire des beaux animaux en images de synthèse, donc c'était des vrais animaux qui étaient utilisés, etc. Donc c'était un bon film d'aventure, tu vois. Puis, après, plus forcément pour les gamins, hein, Disney, donc voilà. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, l'aventure, qu'on parle de jeux vidéo, genre à l'image de. On parlait de films par niveau, avec l'ascenseur, tout ça, la scène d'arrivée, d'assaut simplement, mais le final. Le final, c'est le boss final. Oui, littéralement. Puis même avec le. Je sais pas si tu te rappelles, c'est dans Resident Evil 4 aussi, où tu termines sur un passage en jet ski. Je me demande si c'est même pas un hommage ou un truc, hein, parce que c'est exactement la même chose. Hein. Ouais. Enfin, sauf que là, c'est en mode tu te barres de caverne, quoi. Mais là, c'est un peu la même chose que t'es dans. Ils sont ils fuient le bateau qui va exploser et du coup, ils sont en jet ski dans les couloirs du bateau qui sont immergés et tout, et puis ils essayent de sortir et poursuivis par les. Puis là, en plus, comme ce qui est malin, c'est qu'on parle de montage toujours, mais dans cette scène de fin où en fait, oui, le bateau va exploser, et puis en fait, du coup, il s'échappe. Alors, le truc très nanar, pareil, de s'échapper en. Mais bon, qui est fun, tu vois, qui est rigolo. Littéralement, avec l'explosion derrière, le ils sortent des coursiers du bateau avec le jet ski, avec la nana derrière, c'est les héros américains. Mais sauf que, en fait, il l'a amené de façon à te créer plusieurs arcs narratifs à ce moment-là. Enfin, les personnages sont pas tous au même endroit, mais ils ont tous une action qui va créer l'événement. En fait, du coup, comme ça fait un montage côté parallèle, ça marche. Puis avec la musique tonitruante de Goldsmith qui monte, la scène, elle est peut-être ridicule dans l'idée, parce que tu l'as déjà vu 1000 fois, mais en fait elle est bien tenue, elle est bien amenée, elle marche quoi. Puis elle est dans le ton du film quoi, tu vois, littéralement. C'est rigolo parce que c'est une même scène qui te détruit le méchant et qui te fait sauver. Enfin, il y a un truc. Enfin, le méchant, si on peut appeler le méchant, en tout cas le propriétaire du bateau. Oui, si, c'est l'antagoniste du film. En fait, c'est une scène de montage pareil qui te termine le parcours de plusieurs persos. Et en fait, qui a un rythme effréné, qui marche bien, qui a un climax, quoi, simplement. Un vrai climax bien amené, quoi. En fait, c'est ça le truc. Je pense que un peu le leitmotiv, finalement, de ces films-là dont on parle, c'est un peu la simplicité, mais l'efficacité, en fait. C'est-à-dire que c'est simple, mais c'est pas pauvre, quoi. C'est juste que il n'y a pas un scénario à 15 000 tiroirs et avec des sous-intrigues et des machins, mais c'est efficace et c'est aussi. C'est hyper fonctionnel, hein, on peut le dire, simplement. Mais du coup, c'est visuel, ça marche, quoi. C'est des mecs qui mettent pas 15 plans pour filmer un truc, quoi. Non, je veux dire, c'est efficace. Et voilà. Il y a des codes narratifs visuels qui sont là, qui sont à défaut d'avoir des plans transcendants. T'as des codes, je parlais du tire-bouchon, de trucs, mais c'est des petits. C'est juste comment te faire avancer une histoire simplement. Alors tu me diras, c'est d'autant plus facile qu'elle est très simple, hein, dans Deep Rising, on est d'accord, mais juste, mais faut le tenir. Hein. Combien de séries B ou Z reprennent des concepts comme ça et en font des trucs pas possibles. J'imagine même pas les derniers, de Colskin, les trucs de Bruce Willis qui sort en DTV, tu vois, les trucs. Non, mais tu vois, ça peut donner des films comme ça. Donc en fait. Aujourd'hui, c'est un peu des films qui sont bâtards parce que des gens, tu regardes sur internet, ils veulent pas assumer, mais ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. En fait, genre, juste ils vont bien rappeler que c'est un plaisir régressif. Ceci dit, c'est à peu près la même chose avec, malheureusement pour Stephen Sommers, c'est un peu le cas de beaucoup de ses films. Parce Van Helsing, Van Helsing, voilà, c'est ça. Alors que Van Helsing, moi personnellement, il est très bien ce film. Il est généreux, quoi. Mais oui, c'est une générosité. Alors moi, ça fait longtemps que je l'ai pas revu pour le coup, faudrait que je le revoie. Mais je me rappelle d'un truc, quand t'es gosse, t'as les yeux qui brillent quand tu vois ça, tu vois. Puis surtout, après, je pense, qui est bourré de références du cinéma de la Hammer, avec les grands monstres, tous les monstres de la Universal. Enfin, je veux dire, tu sens que c'est des mecs qui ont bourré de références. Et même La Momie, tu vois, qui en réalité, est un très bon film. C'est mon préféré de ce que j'ai vu de Sommers. C'est, je pense, un chef-d'œuvre de divertissement, tu vois. Ouais, moi je trouve ça un très grand. C'est un grand film d'aventure. Et je pense que pour beaucoup, je pense, ça vont pas le dire, tu vois. Si tu penses, vois, on va forcément dire Indiana Jones. J'adore Indiana Jones, j'adore Spielberg, tu vois. Mais on va forcement, tu vois, citer Indiana Jones sans rougir. La Momie, on va moins le dire, tu vois. Alors que c'est du même acabit, quoi. Il y a aussi un problème avec. Je pense que c'est quand même en dessous. Il y a un aspect pour le coup plus fun, plus malgré tout, plus film d'aventure, mais vraiment pour la famille. Enfin, il y a moins de. Plus familial pour La Momie déjà, un peu moins. Quand même. Ouais, mais quand même, je trouve que même si l'aspect horrifique, moi je trouve qu'il fait flipper en plus. Par moment, tu vois, il y a quand même ce truc-là qui est assez couillu. Il me semble qu'il est genre, ça reste calibré. Enfin, ou tu sais, accord parental ou ce genre ouais, de bien sûr, mais je trouve que ça reste calibré. Il y a une ambition, ce grand spectacle, un truc. Indiana Jones plutôt était sur un truc où on allait quand même on n'hésitait pas à aller dans le sombre. Temple maudit, c'est quand même. T'as quand même l'imagerie. Je parle pas seulement du cœur arraché, je parle des gosses qui
qui arrive dans le village Oui. en squelette, presque tellement il est mort de faim. T'as quand même une espèce de truc, et même dans le premier, c'est quand même un film, en fait, c'est pas si lyrique que ça. Le premier, Les Aventuriers de l'âge perdu, c'est un exemple de mise en scène, mais je veux dire, c'est pas un film par niveau, tu vois, genre, comment dire, c'est une grande histoire qui mêle beaucoup de personnages, mais qui sont tous à la recherche du même truc. On n'est pas là, c'est des films par niveau, tu vois, genre La Momie aussi quelque part. C'est plus bon, plus au sens noble du terme, parce que c'est pas un gros mot. Moi j'adore La Momie, c'est pas un gros mot de dire que c'est pour toute la famille. Genre c'est un truc qui est très calibré. Qui est moins dans un espèce de truc nouveauté comme il pouvait y avoir. Non, mais c'est sûr. Le truc c'est que, La Momie n'invente rien. Mais par contre c'est il le fait très bien. Voilà. Non, mais c'est ça. Après comment dire. C'est souvent ce qu'on. Alors, quoi que non, j'allais dire académique, mais non, parce que c'est au-delà de ça quand même. Ça flirte avec ça, mais ça l'est pas vraiment. C'est des grands sentiments, c'est des. Tu vois, c'est ces trucs un peu. C'est lyrique, tu vois, on n'a pas peur d'aller dans l'émotion, dans l'humour, on y va à fond, c'est généreux. Et ça marche, parce que ça marche d'autant plus dans La Momie, c'est que le scénario est quand même moins dans la surenchère que dans Deep Rising, et puis bon, le ton est moins comédie. C'est beaucoup plus simple. Mais on est dans un carcan du genre, le film d'aventure, vraiment. On a par exemple une scène de prologue un peu d'explicatif sur les origines de l'historique de La Momie simplement, mais c'est des codes qui ont été repris, usités derrière. Même La Momie de 2015 pardon, commence exactement pareil en fait. T'as une scène d'ouverture de pré-générique, je crois, avec une espèce de... Alors, je me rappelle plus de film, ça, je vais pas te mentir. Sauf que dans La Momie, il tombe sur l'espèce de tombeau au hasard d'une expédition, et puis il fout de la merde au hasard, alors que là t'as quand même, c'est amené. Non, c'est pas au hasard, parce que en fait je sais plus, ils viennent chercher, enfin le chef de la brigade, parce que c'est ça, c'est un légionnaire, je crois, le personnage de Brendan Fraser. Non, mais dans La Momie, oui. Non, mais La Momie de 2015, c'est au hasard. D'accord, oui, parce que trouver la crevasse, je me rappelle plus. Son pied tape dans quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas amené, que là, t'as un historique, c'est construit. Puis carrément. Le présenter une scène après de post-générique, mais du coup, tu vois, Brendan Fraser à l'époque. En pleine guerre, en fait, à l'endroit d'Amon Trap. Donc en fait, c'est ici qu'il va découvrir la présence d'Imhotep qui a un problème, qui va s'en rappeler. Ça va créer une légende derrière, mais lui, il sait. Son plan dans sa tête, tu vois. C'est con, mais c'est usité. Mais du coup, l'histoire d'amour va naître de là, il va l'emmener, puis ça marche du tonnerre, quoi. Puis c'est lyrique, puis à la fin, ça se termine quand même sur une bonne demi-heure de fin, hyper spectaculaire. Moi, je trouve dans les mines d'Amon Tra, avec où Imhotep réveille ses sbires, en fait. Où ça s'enchaîne. L'explosion finale, elle est ample et tout. T'as des personnages en couleur, le pilote. Tu vois quand tu vois après, c'est en image de synthèse, mais tu sais, toute espèce de dune qui se retourne et qui s'écrase. Mais moi, je trouve qu'elle est encore aujourd'hui, c'est un money shot. Elle est super impressionnante. Elle est toujours très bien faite. Très ample. Et comme tu me disais, on en parlait avant, le personnage du pilote, toutes les scènes filmées, je te laisse en parler, mais toi, c'est pareil, c'est une ampleur. Ah oui, tu vois, le mec, il est sur une espèce de dune avec un espèce de pare-soleil posé, tu sais, en train de se boire un whisky, je crois qu'il est alcoolique, le mec. Et du coup, tu vois donc le personnage de Rick, de Brendan Fraser, qui monte la dune, donc tu vois une espèce de long plan large comme ça, hyper bien découpé, hyper bien filmé. Ça donne une ampleur au truc. Et puis il y avait une photo un peu à la première Indiana Jones, du coup, où, en fait, qui paraissait pas travailler comme ça, en fait, dans le sens où tu voyais vraiment du sable jaune, comme quand tu vois à l'extérieur, en fait ça pétait, il y avait un côté exotique, et là tu avais vraiment l'impression de voyager dans la Moment. Complètement. Malgré les incrustations pas toujours réussies, les pyramides, c'est pas le premier problème, ça te donnait l'impression de voyager. Que Jungle Cruise, je vois qu'un truc en CGI. Tout le temps. De toute façon, il y a que du il n'y a pas de décor naturel. C'est plus la peine d'aller tourner ne serait-ce qu'une semaine dans un décor naturel. À un moment, si tu veux, tu peux plus y croire, quoi. Enfin, en fait, on sortait un peu mais c'était pour parler de Summers de manière générale. Du coup, aussi. Et puis des films d'aventure à l'ancienne, de la simplicité. Enfin, il y a un truc aussi. Je pense qu'il y a aussi une question de je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est c'est la maladie d'aujourd'hui, tu vois, mais il y a je pense qu'il y a un rythme effréné de production qui fait c'est ça, il faut enchaîner les trucs, et en même temps, en fait, c'est assez paradoxal, parce que à la fois faut pas exploser les coûts, tu vois, faut essayer de tout rentabiliser, etc. Donc on va pas tourner en extérieur, il y a plein de trucs comme ça qu'on va pas faire, mais en même temps, comme on est dans le numérique, on va pouvoir tourner plein de trucs, donc on réfléchit plus la mise en scène en amont du tournage. Il y a 50 caméras, c'est ça, donc après au montage. Et du coup, ça se sent énormément, quoi. C'est que du coup, quand tu regardes, quand tu vois La Momie ou Deep Rising, tu sens que le mec, ce qu'il a tourné, il savait comment il allait le monter derrière, en fait. Après, forcément que ça a bougé, ça bouge toujours au montage. Mais globalement, il avait déjà cette trame, le mec, en fait. Parce que
tu vois, au montage, comme c'est monté de façon effrénée, mais du coup complètement lyrique, fluide, tu sens que tout est amené en fait. C'est pas un mec qui improvise avec un plan de caméra. Enfin, le coup du tire-bouchon, c'est typiquement l'exemple de ça. Et en fait, et puis bon, voilà, après, donc il y a tout ça, puis il y a ce crible des références, on parlait des films, mais aussi les jeux. Enfin, il y a du Doom là-dedans, on peut voir même un peu ce que j'imagine du Dead Space aussi, dans la façon Bah du coup, ça serait anachronique, mais anachronique, oui. Enfin, le côté, tu sais, on investit le côté bourrinage dans un espèce d'endroit clos, tu sais, un peu. Enfin, c'est du Resident Evil pour le coup. Resident Evil, littéralement, mais quand je disais Doom, c'est parce que c'était bourrin les persos. Oui. Doom, Bah, et puis alors Doom, des persos, c'est ça. Le côté charnier aussi, parce que dans les décors de Doom, t'avais beaucoup ça avec le côté les crânes, les espèces de, enfin, les réserves de cadavres. T'avais l'impression que c'était des cadavres collés sur les murs. Event Horizon aussi a repris ce truc-là. Typiquement un petit jeu, comme ça. Je sais que j'aurai jamais l'occasion d'autre en parler dans un podcast, mais Cold Fear, pour ceux qui connaissent, espèce de copie de Resident Evil dans un bateau, exactement le même film en fait, où c'est pas des monstres aquatiques, c'est plus des espèces de Resident Evil, c'est de zombies bizarres là, mais c'est cette ambiance là. Alors beaucoup moins noir, c'était premier degré, mais enfin voilà. Et puis moi j'aime bien tout ce qui est huis clos, tu sais, bien fait, avec des monstres aquatiques. Moi c'est mon Graal, tu vois. Alors, et voilà, Stephen Sommers. Bon après, il y a eu G.I. Joe quoi, mais ceci dit, il faudrait que je le revoie parce que bon après je pense pas que ça soit un excellent film, mais je me rappelle plus de ce film en fait. Ouais. Malheureusement, je me rappelle plus du deuxième, mais pour les mauvaises raisons. Ouais, moi le G.I. Joe 1, mais je sais plus, je pourrais plus t'en parler. Je crois qu'on était déjà rentré dans une espèce de dynamique de production aujourd'hui. Je pense que c'est des mecs comme ça. Ah bah là, puis là c'est de la franchise. Tous ces mecs qui ont eu à l'époque des Transformers et compagnie, tu vois. Ouais, tous ces mecs qui ont eu l'occasion ça me fait penser à des mecs, Stephen Sommers, à des mecs comme David Towie, des mecs comme, il y en a eu plein qui sont un peu viandés, tu vois. Je veux dire. On parlait de Chris Columbus, Percy Jackson, c'est vrai qu'ils ont conduit qui ont du mal à passer quoi. Qui ont dû complètement reformuler leur technique de production, de fabrication d'un film à la sauce d'aujourd'hui. Donc en fait ils perdent tous de leur saveur ces films-là. T'as pas des mecs comme George Miller qui sont là tous les jours quoi. Donc bon, et c'est une façon de faire. Parce que je me rappelle à l'époque G.I. Joe, quand le G.I. Joe sortait, donc t'avais l'espèce de triade grosse franchise, donc t'avais premier Transformers, donc premier G.I. Joe, et il faisait aussi il voulait relancer Terminator, et c'était comment il s'appelle, Renaissance, comment il s'appelle, MCJ, McG, ouais. Et t'avais un peu cette McG, exactement, McG, un peu dans typiquement, alors pas Terminator Renaissance qui est quand même plus sombre, plus dark, tu sais. Non mais par contre dans le rythme, les Charlie's Angels de l'époque, pas le dernier, insupportable, mais ceux de l'époque, putain, c'est hyper fun. Mais c'est exact. Alors là, le film coloré, fun, pop, c'est mortel. Pareil, personne n'assumera de dire aujourd'hui qu'ils aiment bien Charlie's Angels, mais parce que ça a l'air d'être complètement con. Mais en fait, c'est juste hyper bien fait. Ça l'est après. Mais ça l'est. Mais c'est une BD. Les scènes d'action, elles sont mortelles. C'est une BD, c'est fun, c'est putain. Excuse-moi, on est quand même des fin 90. T'avais pas trop de films comme ça. Enfin, tu vois, c'était un style amené aussi quand même quelque part. C'est des mecs qui étaient, j'imagine, des anciens plus bars. Mais tu vois, des mecs qui ont un talent visuel. Enfin, tu le vois. Je dirais moins pour Charlie's Angels, mais le premier, Charlie et c'est dans le Dame avec le méchant. Ouais, le premier, je sais plus qui c'est là. Putain, le mec c'était oui, mais chaque fois je l'oublie son nom. Moi aussi, le mec qui jouait dernièrement le Carrie Chargé, on l'a vu dedans. Oui, putain, enfin, chaque fois je l'oublie, ça m'énerve. Et Ligne verte, voilà, pour ceux qui savent, le fou dans la ligne verte. Il était bien celui-là. D'ailleurs, faut que je le trouve. Et puis même l'affiche, d'ailleurs, je digresse complètement, mais l'affiche de ce film, elle est mortelle. Enfin, peu importe. Ouais, le orange fond. Et brillant, argenté, là, tu vois, il est vert et tout. Avec leur silhouette devant, exactement. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Et du coup, pareil pour l'aspect Z du film qui flirte ouvertement avec ça. T'as des scènes, mais pas possibles, quoi. Enfin, que tu verras pas dans un film ouvertement sérieux, dans un truc comme ça. Mais tu vois, genre la scène de quiproquo pas possible, où en fait t'as les assaillants donc menés par Finnegan qui ont investi le bateau. Et d'un côté, t'as le propriétaire du bateau qui est enfermé, les monstres sont déjà arrivés, et qui sont enfermés dans une espèce de chambre forte, tu sais, et puis. En fait, d'un coup, les assaillants arrivent. Sam Rockwell, pardon, excuse-moi. Sam Rockwell, on s'en rappelle, c'est un acteur, mais tu vois, du coup, il est enfermé dans sa chambre froide avec le reste du personnel, enfin, qui a survécu. Et puis les assaillants toquent à la porte, arrivent pour voir s'il y a des survivants, simplement. Du coup, la porte s'ouvre, et puis en fait, par réflexe, le propriétaire, pensant que c'est une créature, a une hache et l'enfonce dans la tête du mec, et t'as un gros plan avec une hache comme ça, genre bim, de tête explosée. Puis genre,
Il n'y a pas de conséquences. Après, vous exagérez quand même. Puis bim, on passe à autre chose. Mais tu vois, c'est ça. Puis surtout que ça fait partie des membres de l'équipe des mercenaires, tu sais, qui étaient un peu bien identifiables. Comme couillus, et tout. tu vois, Ouais, c'est ça, des mecs les plus durs, un des pas plus beaucoup. badass. Bah, d'ailleurs, il le dit après, il fait, mais vous avez butin de mes meilleurs hommes en fait. Ça passe comme une lettre à la poste, tu vois. Puis, mais moi, c'est ça. On n'en parle plus. Genre, bah, il est mort, tant pis. Genre, juste l'histoire avance, et puis c'est ça que j'aime bien. Ouais. Même du côté du capitaine, et tu sais, genre, il bute des nanas et tout, il bute plein de types, ils sont plus que deux, puis après ils sont là, genre, oh ouais, dans le bateau c'est compliqué, il y a plein de papes, et puis l'histoire reprend quoi. C'est ça. Non, mais c'est mais c'est une attraction, c'est un rail le film, tu vois. Faut le voir comme ça. Complètement, ouais. Tu peux pas le considérer, c'est pas un film. Bah, à l'image de la séquence de fin avec le jet ski, tu vois, c'est littéralement. Tu filmes comme ça. Tu sais ce que tu vois. Oui. C'est dur de conseiller un film comme ça parce que les gens qui vont le voir, si jamais quelqu'un écoute notre podcast et est intéressé pour le voir, il va se dire que. C'est quoi, c'est taré. Bah, c'est un nanar et tout. Mais oui, mais sachez que c'est un nanar, c'est carrément, mais c'est vendu, c'est fait comme l'affiche est nanardesque. Genre, l'affiche c'est quand même le jet ski, enfin, c'est pas possible quoi. Mais. Avec des gueules en plus, les tronches pas possible des acteurs qu'on connaît, mais du coup, une fois que tu sais ce que tu regardes ça avec des potes en after de soirée, mais tu tapes, c'est mortel quoi, tu marres. Non, mais après, encore une fois, c'est finalement, quand bien même c'est un peu con ce qu'on te raconte, visuellement, enfin en termes de rythme et tout, tu regardes le truc, tu t'es pris dedans quoi, puis la fin, le film est fini, ok, je vois. Tu savais gérer l'image. Il y a l'image d'un mec comme David Towie avec les Chroniques de Riddick. Enfin, il y a un côté dans un autre genre de film, mais c'est des mecs qui savaient te construire alors je vais pas parler d'univers dans ce film là mais plus dans La Momie du coup, mais te construire aussi on va dire dans l'univers du film en tout cas quand même, ils savent te construire un truc, te faire croire aux persos même s'ils sont cons, il y a un truc où tu es dedans en fait, tu es en attachant par leurs conneries en fait. Puis David Towie lui il va te faire croire, mais c'est des mecs qui ont pas énormément de moyens parce que 45 millions bon, c'est quand même c'est budgété pour l'époque, c'est quand même pas trop mal, mais pour ce que c'est, mais je veux dire c'est la bonne gestion des décors, c'est comment utiliser le montage pour te faire éviter par exemple de faire 20 minutes sur une scène où en fait qui va montrer que t'as pas de moyens parce que comme tu as raconté l'histoire de cette façon-là, ça va t'obliger à faire des trucs où en fait qui te demandent soit des effets visuels ou une espèce de décorum, de machinerie que tu ne peux pas te permettre de faire. Donc là, c'est comment optimiser ton montage, ton histoire, ta ligne de narration pour faire couper ce qu'on peut couper et juste faire avancer l'histoire. La scène typique de ce qu'on vient de dire, le quiproquo là, en fait, dans n'importe quel film plus sérieux, t'aurais une justification, un truc genre mais là, il y aurait un enjeu enjeu là-dessus, il y aurait une suite, voilà, c'est ça. Entre les personnages, leur relation, interaction. Là, non, même ça coupe et t'as pas besoin. Parce que dans le ton du film, en fait, c'est normal. C'est pas normal qu'ils réagissent comme ça, parce qu'en fait, ils sont tous tarés cons, en fait. Donc, avancez quoi. Mais The Predator de putain. Sean Black, pardon, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est ce qui était réussi dans le film. Alors, à côté de toutes les conneries, voilà. Il se viandait dans les conneries de créer un lord sur The Predator qui marchait pas, qui est ridicule, parce qu'on n'a pas besoin en fait. Qui était plutôt généreux dans l'idée, mais qui marchait pas. Les chiens Predator, moi ça passe pas. Même c'était déjà le problème de celui d'avant. Le BR Predator était pas mal pour le coup, mais tu vois c'est pareil, il était amené comme Michael Myers. Puis en plus il était, là pour le coup il était full CGI dégueu. Ouais, ça vraiment dégueulasse. Par contre tout ce qui était hors ça, juste le côté bourrinage, punchline, ça marchait bien. Ah bah oui. Tu vois la scène The Predator. À la fin, quand ils sont dans la forêt et tout, qu'ils sont tous armés, même quand t'as le Black là avec l'arme du prédateur, tu sais, sur son épaule et tout, qui se fait buter d'ailleurs. Enfin toute cette scène là, tu vois, où ils sont tous à l'affût, machin, et puis qui pétarade à la fin en mode actionneur quoi. Et qui prêtait parfois des petites scènes, par contre, d'un coup, d'imagerie assez iconique. C'est ça. Genre le premier cadavre. Qui est suspendu à un arbre au tout début, ça, puis ils ont remis qui tombe sur la tête du prédateur qui est transparent, mais du coup qui devient visible. Carrément. L'image, c'est une image de comics. En vrai, de toute façon, ce film-là, quand on le regardait au début, justement, comme tu sens, on était entre guillemets en terrain connu, on se dit ah putain ok d'accord, et ça commence comme ça, tu fais ah ouais ok ça peut être stylé, putain, s'ils font des scènes comme ça peut être trop bien, c'est qu'ils se perdent parce que bon après voilà. Une histoire de tournage qui était horrible, enfin voilà, c'était tourné remonté, des acteurs qui ont dû virer, ça justifie pas le fait que je pense qu'il s'est viandé quand même. Je pense qu'il y a des problèmes d'écriture. Mais t'as des petits films malades en fait. C'est comme des films comme, on digresse encore, mais comme des glaces. Tu vois, en fait, dans un autre ton, c'est qu'il y a des petits films où tu sens plein de petites scènes. Tu fais putain. Le potentiel. Ça, c'est des grands. Enfin, il y a un truc. Ils sont ruinés par leurs problèmes de production, par aussi leur talent. Parfois l'ego et perdu. L'ego. Mais t'as des petits moments où tu fais ah ouais. Là, il y avait un mec, un vrai auteur. Il y a des mecs comme ça. Voilà. Et moi, un Stephen Sommers, je le reconnais. Je reconnais que c'est Stephen Sommers. Je sais, La Momie, j'aurais pas su que c'était Sommers qui l'avait fait. Après avoir vu des Pricing, c'est Sommers. Tu vois, donc il y a une patte. Et à partir du moment où tu as une patte, c'est qu'il y a déjà quelque chose. C'est-à-dire que tu es un réalisateur affirmé,
Comme dans les plus petits, les Chris Columbus, il y a une patte, même s'il y a moins de délire visuel, on reconnaît Chris Columbus. Il y a des gens comme ça. On ressent le ton. On sent le ton. Et ça, c'est important. Et moi, c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, comme à l'ère des. Bon, on parle des Marvel, mais tout est aseptisé au point qu'on ne sait plus qui. Tout est interchangeable. Alors après, moi, tu vois, quand on a regardé Jungle Cruise, c'était le réalisateur de. Pourtant, j'aime bien, c'est comme Ferra. Oui, beaucoup de films avec Liam Neeson, là. Merde. Alors, il a fait Non-Stop. Et voilà, Non-Stop, parce que du coup, c'est Night Run aussi, je crois, c'est lui. Night Run. Il a même fait le film de requin avec Blake Lively, là, qui est sur Instant Survie, qui est sympa. Ah, d'accord. Qui est très sympa. Je sais pas si tu l'as vu. Bah, alors non, je l'ai pas vu. Non, je te conseille, c'est le film. Alors, pour le coup, vraiment, regarde-le. Parce que c'est un film de requin qui a l'air con, mais il est hyper bien mis en scène. Puis il est un peu. Il avait un. Je les vénère en plus. Oui, voilà. Puis inquiétant, du coup. Le requin est hyper bien fait et tout. Enfin, non, il est cool. Et bah, c'est un mec, pareil, qui a une gestion du rythme hyper efficace. Mais le truc, c'est que par contre, en termes de ton, enfin, tu vois, genre, entre. Bah, moi, de ceux que j'ai vus, donc c'est-à-dire les deux Liam Neeson et Jungle Cruise, je pourrais pas te dire que c'est le même réel. Il est noyé dans le projet. La Jungle Cruise, de toute façon, c'est Disney, voilà. C'est des mecs qui sont. Et puis en plus, la première demi-heure est pas mal, mais sauf que. À partir du moment où ils sont dans la jungle, ils prennent le bateau, c'est fini. Ouais. Là, c'est fini. Il y a plus ce qui est con, parce que non, mais c'est con. C'est l'intérêt du film. C'est un mec il sait de présenter le contexte. Les personnages sont plutôt attachants au début. Bon, c'est très classique. C'est chez les Vice dans La Momie, c'est pareil. Bah, c'est vrai que l'intro, quand ils sont à Londres, là, quand ils. Elle est plutôt efficace, tu vois. Voilà, ça marche bien. À partir du moment où l'histoire commence, vraiment l'histoire se met en place, bah là, c'est fini. Et je pense que c'est une histoire de studio. Moi, j'ai du mal à croire. Comme c'est un mec. Dwayne Johnson, enfin, tel espèce de. Tu vois, même un film comme Non-Stop qui termine sur une demi-heure de zéderie, pas possible. Genre, faut voir à la fin de Non-Stop où il est accroché à l'avion, c'est la Force One Family. Mais par contre, t'as une heure qui est mortelle, qui est tout en tension, qui est hyper efficace, où il te fait les. Puis lui, il a un gimmick que t'as aussi dans le truc avec Blake Lively de requin, où il va avoir beaucoup de gens dans leurs personnages principaux vont souvent converser en SMS avec quelqu'un d'autre. Dans Non-Stop, c'est un terroriste qui lui écrit des messages. Un mec va mourir dans l'avion si tu voilà. Et en fait, c'est en surimpression sur l'écran. Il te fait un effet de style avec le simple SMS et ça marche trop bien parce que c'est jamais axé de la même façon. Et il te crée un espèce de dynamisme de montage en plus qui te met une tension. Et c'est un mec qui sait faire ça. Et tu vois, mais quand t'es récupéré par des studios, tu vois, des mecs comme Summers, c'était la Fox du coup. Non, c'est qui, pardon, La Momie. C'est pas la Fox. Non, c'est Universal. Universal, ouais. Mais tu vois, le mec, il est passé outre. On reconnaît Summers, c'est sa patte. Tu vois, il y a un cahier des charges, mais tu sens que le mec est passionné par ce qu'il fait. Tu sens qu'il a envie de le faire. Et c'est généreux de A jusqu'à Z, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait. Et il te crée des personnages dont on se rappelle aussi. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est qu'il met de l'humour dans ses histoires et dans sa narration, etc. Mais là où il faut. Mais il prend son film, ce qu'il raconte, il le prend au sérieux, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est une subtilité qui est pas forcément évidente. Mais qu'aujourd'hui, on n'a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de films. De blockbusters, de grands divertissements, etc. On ne prend pas son film au sérieux, quoi. Et justement, voilà, on reprend Jungle Cruise. Il y a ce côté de, on va pas assumer les moments de bravoure, tu vois. Oui, il faut que ce soit une vanne qui tombe derrière, tu vois. Comment elle s'appelle ? J'ai oublié le nom de l'actrice. C'est Emily Blunt. Ouais, Emily Blunt. Emily Blunt qui s'accroche à une corde et puis elle glisse, tu sais, en mode, enfin, tu vois, avec la musique qui part et tout. Voilà, c'est le moment un peu héroïque. Et puis non, il faut qu'elle se viande sur un truc et puis genre c'est trop drôle, elle voit plus rien puis elle se casse la gueule sur un truc. Là, tu fais mais putain, mais merde quoi, enfin allez-y, enfin on est là pour ça quoi en fait. C'est typiquement non puis bon, La Momie en plus il te crée des personnages dont on se rappelle. Ouais. Ce n'est pas simplement dû à la bonhomie et les acteurs principaux qui sont mortels, mais on se rappelle de leur construction de perso, ça marche bien. La confrontation. Mais même dans, j'allais dire, l'iconographie, enfin, tu vois, le style, tu vois, comment dire, O'Connell, il ressemble pas à Indiana Jones, tu vois. Non, bien sûr. Il a un style particulier. Bien à lui. Oui, affirmé. Oui, et puis après, il te reprend parfois des petits germes, un peu, par exemple, dans le Temple Maudit, la confrontation amoureuse, la taquinerie, le jeu amoureux. Par exemple, avec le personnage, j'ai perdu, pardon. Rachel Weisz. Non, dans le Temple Maudit. Tu sais, Harrison Ford, il y a une scène qui est mortelle. Avec la blonde, j'oublie. La scène est cool, le montage à ce moment-là, c'est quand carrément. Je vous laisse 30 secondes pour venir dans ma chambre, et puis là, ils font la musique et tout qui s'emballe et tout. Et c'est un peu au début comment ça. Enfin, elle est pas excentrique comme ça, mais genre il y a un truc de je te suis, tu vois. T'as le frère qui est autour, frère qui est autour, donc tu vois, il y a un truc. Ça marche bien. Tu les vois terminer ensemble, tu crois à leur histoire d'amour à la fin. Puis à la fin, ça termine sur des trucs à la David Lynch, c'est genre baiser sur le chameau. Ça pourrait être criard complètement clichon, mais ça marche du mais ça passe. Et donc voilà. Et puis en plus, tu vois, genre juste pour dire, le mec il croit à ce qu'il fait et qu'il est passionné par ce qu'il fait, c'est qu'il comment dire,
il ne se satisfait pas par exemple d'une simple histoire lyrique d'aventure, c'est qu'il va te construire un petit lore derrière, comme derrière la momie. Les Medjay, c'est con, mais les Medjay, ils ont une histoire, ils ont quelque chose, c'est des mecs affirmés, ils ont un historique, on comprend leur motivation, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, t'as une espèce d'univers qui est créé. La légende d'Amun Aptra, les mercenaires anglais, les américains, très clicheton américain, ça se moque aussi de ça. Voilà, tu crois, quoi. Puis la scène, tout ce qui se passe dans le bateau, enfin c'est con, mais c'est un vrai bateau, quoi. Au début, pour traverser je poussais au Nil, enfin je sais rien où ils sont. Oui, là. c'est sur le Nil. Et c'est des vrais décors, tu sens que c'est construit en dur. Et ça marche du tonnerre, quoi, putain. Voilà. Et Deep Rising, c'était un vrai t'as du studio, t'as des. Mais il y a des effets spéciaux dans ces films-là, mais même la momie. Mais c'est encore une fois, c'est une question de dosage. De dosage, oui, c'est ça. Et d'essayer de te faire croire à ce qu'on raconte. Putain, c'est ça. Et le cynisme d'aujourd'hui quand on se moque de Marvel, c'est qu'en fait, ils font tout pour te faire sortir. C'est comme s'ils se disaient. On parle de Marvel parce que c'est un peu la norme de blockbuster aujourd'hui. Comme s'ils se disaient, on fait des trucs, c'est quand même crétin, un mec en slip. Donc il faut faire une blague pour que la presse soit contente. Et la presse est contente parce que ça se prend pas au sérieux. Ah bah non, mais oui. Voilà. Et donc ils disent, du coup on peut aimer parce que eux-mêmes se moquent de leur truc, donc on peut rigoler. The Suicide Squad en est encore la preuve. Et dès que c'est un peu plus sombre, du coup il y a que Dark Knight qui échappe à la règle. Moi je suis pas fan de Justice League de Snyder, mais bon, il y a des gens qui vont détester. Tu vois, mais tu sens qu'il y a quand même une part de détester. On peut pas détester, on peut ne pas aimer, mais pas détester. Il y a une part de revanche, donc il y a des trucs comme ça. Mais ils aiment bien quand ça déconne un peu. Donc Suicide Squad, tu vois, c'est l'exemple typique, j'imagine. Mais voilà. Donc voilà. À l'époque, au moins, ça rigolait, mais ça rigolait avec ses persos, pas des persos. Voilà, c'est ça. L'histoire avançait sans frioriture, sans qu'on se moque de ce qu'on raconte. Ouais. Voilà, moi c'est un peu tout ce que j'aurais à dire dessus, mais c'est une façon de le reconseiller, quoi, de revoir un peu des films comme ça, quoi. Oui, les bons vieux films d'aventure, et même ceux qui peuvent paraître, même revoyez même le retour de la momie. Allez, oui, non, mais qui reste, attends, moi je préfère le premier, mais je crois, mais c'est pas, c'est plus Stephen Sommers. C'est Rob Cohen, voilà, c'est pas furtif surtout. Non, par contre, juste avant de conclure, dans ce genre de film aventure, voilà, premier degré, enfin rigolarde, mais dans ce ton de film de l'époque, là, tu regardes ce que je t'en parlais là. U-235, un petit film belge de sous-marin pendant la guerre Seconde Guerre mondiale, à conseiller vraiment si vous voulez retrouver ce ton de film d'aventure que vous avez kiffé dans votre jeunesse, c'est typiquement le film qu'il faut voir et qui n'a pas trop fait parler de lui parce que c'est en direct vidéo, voilà, en tout cas en France, mais qui est trop bien et qui est sorti il y a un an. Et donc sur ce, bien continuez d'aller voir des films, c'est important. On se retrouve la prochaine fois, le prochain épisode pour le dernier du ciné déconfiné, et ce sera un gros morceau puisque nous allons parler de Endgame. Donc voilà. Merde. Sur ce, salut à tous, salut Arnaud. Salut Alex.